Bienvenue dans ce module introductif au tutorat de philosophie pratique auquel vous vous êtes inscrit. Alors aujourd'hui, on va poser les bases du parcours philosophique qu'on vous propose à l'école de philosophie socratique, en plongeant dans la méthode socratique qui a façonné toute la pensée occidentale. Méthode socratique, quelque part, c'est l'introduction de la philosophie en Occident. Alors quand on pense à Socrate, on a souvent l'image d'un personnage un peu agaçant, voire violent, qui passe son temps à poser des questions pour piéger les gens. C'est en partie vrai, mais ce serait une erreur de s'arrêter là. La méthode socratique, c'est bien plus qu'une technique de débat, c'est un style de pensée, c'est une éthique de l'esprit. L'objectif de Socrate, ça n'a jamais été de donner des réponses ou d'imposer une doctrine à quiconque, mais bien d'apprendre à penser par soi-même. Donc il invite à suivre son précepte le plus célèbre, une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est vrai que c'est un peu radical et ça semble un peu abrupt, mais à bien y réfléchir et tout bien considérer, euh, ma foi, cela sonne vrai. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un petit peu plus en détail cette méthode, donc non seulement comme un objet d'étude, mais aussi comme une sorte de carte géographique qui nous permettra d'introduire toutes les compétences fondamentales que nous allons développer ensemble au cours de ce tutorat. Chaque aspect de la démarche de Socrate est comme une porte d'entrée vers une compétence philosophique essentielle. Donc la compétence la plus évidente, c'est bien sûr le questionnement. Socrate ne fait que ça, questionner ses contemporains. Mais attention, il ne s'agit pas de poser des questions au hasard. Le questionnement socratique est un art qui vise à transformer une simple opinion en un véritable problème philosophique. Et c'est la problématisation. Là où nous disons ce film est excellent, Socrate, s'il vivait en notre temps, pourrait nous pousser à déplacer le débat et demanderait qu'est-ce qu'un bon film au fond. Donc il nous forcerait à quitter le confort de nos jugements particuliers pour nous forcer à nous attaquer au principe général qui les sous-tend. C'est cette compétence qu'on va travailler tout au long du parcours et apprendre à formuler la question qui se cache derrière les affirmations. Quand Socrate demande qu'est-ce que le courage ou qu'est-ce que la justice, il nous initie à la conceptualisation. Il ne veut pas une liste d'exemples, il veut la définition, le concept qui unit tous les cas possibles. Pour ça, il utilise deux mouvements de pensée que nous apprendrons à maîtriser. La systole, qui consiste à rassembler, à trouver le point commun entre des choses qui semblent différentes, et la diastole, qui consiste à diviser, à introduire des distinctions là où on voyait de la similitude. En faisant ça, Socrate nous apprend à traquer ce qui peut se cacher derrière les discours, les présupposés, en demandant sans cesse pourquoi. Et il fait remonter à la surface la prémisse majeure inarticulée, c'est-à-dire le principe souvent inconscient sur lequel repose tout notre raisonnement. Ça, on verra dans l'art de l'argumentation et de la logique. La méthode socratique, c'est un formidable terrain d'entraînement pour l'argumentation et pour la logique formelle. Le cœur de sa méthode, c'est l'élenkos. C'est l'art de la réfutation. C'est un outil logique assez redoutable. Le processus est le suivant. Vous affirmez une thèse, la prémisse 1. Socrate vous amène à admettre une autre thèse, la prémisse 2, qui vous semble évidente. Il démontre ensuite de manière logique que ces deux prémisses ne sont pas compatibles entre elles. Vous êtes alors face à votre propre contradiction et forcé donc de revoir votre position, nécessairement. En disséquant les dialogues de Platon, nous apprendrons à identifier les prémices, à évaluer la validité d'une conclusion et à construire nos propres arguments de manière rigoureuse. Enfin, étudier les dialogues de Platon, c'est bien sûr aussi s'exercer à l'interprétation. Comme on va le voir, on ne sait pas toujours si le Socrate qui parle est le personnage historique ou un porte-parole des idées de Platon, une sorte de personnage conceptuel, un faire-valoir des idées platoniciennes. Ça nous oblige à lire entre les lignes, à ne pas prendre le texte pour argent comptant. Plus profondément, la méthode socratique nous apprend à analyser les comportements et les attitudes. Socrate n'examine pas seulement les idées, il examine aussi les personnes. Il s'intéresse à la cohérence entre ce qu'un homme dit et la manière dont il vit. Il dénonce l'arrogance de ceux qui croient savoir, la mauvaise foi ou encore l'attitude héristique, c'est-à-dire chercher à gagner le débat, qu'il oppose à la dialectique. C'est la recherche pure de la vérité.
On apprendra à porter ce même regard critique et bienveillant sur les discours, mais aussi sur les intentions et les postures qui les animent. Voilà le programme qui nous attend. En partant de cet homme qui affirmait ne rien savoir, nous allons découvrir que la conscience de notre propre ignorance est le point de départ le plus fécond pour apprendre à penser de manière plus claire, plus rigoureuse et finalement plus libre. Le premier geste philosophique, qui remonte à 700 avant Jésus-Christ, consistait à opposer la pertinence du questionnement à l'autorité de la tradition. La science moderne s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de cette tradition philosophique du questionnement, de la remise en question de ce qui est déjà acquis. Et la quête philosophique met au-dessus de l'autorité de la tradition le questionnement par un mouvement tourné vers l'avenir et qui s'émancipe du passé. La science n'avance que dans la mesure où elle se désavoue elle-même. Le geste philosophique en lui-même serait aboli si les philosophes ne remettaient pas en question les acquis de leur propre réflexion. Et donc, dans ce 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on a assisté à un mouvement de pensée qui est allé contre la sophia. La sophia, c'est la sagesse, et l'autorité de la tradition n'était autre que les mythes, ce qui représentait le savoir transmis. Donc la sophia, c'était ce savoir transmis de génération en génération. Et bien la philosophia, l'amour de la sagesse, est une rupture complète par rapport à cette sophia initiale, puisque la philosophia présuppose une recherche de la sagesse, une quête de la sagesse, ce qui implique que la sagesse n'est pas possédée, n'est pas acquise. Elle est encore à découvrir. Donc la philosophia est en opposition directe avec la sophia, car elle est la représentation de quelque chose qu'il reste à acquérir, une connaissance qui n'est pas encore là. Les philosophes sont tournés vers l'avenir parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce que le passé leur enseigne. Il faut vraiment avoir conscience que c'est une immense rupture par rapport à ce qui était établi par la tradition. C'est une réelle rupture que de remettre en question cet édifice traditionnel en décrétant que la sagesse, la véritable sagesse, la connaissance, restait à acquérir et non plus contenue dans l'héritage du passé. Il s'agit d'une véritable révolution. Alors il est à noter que dans notre tradition occidentale écrite, celle à laquelle nous avons accès, donc, c'est chez Platon, dans les dialogues de Platon, que nous trouvons pour la première fois écrit le mot de philosophie, philosophos. Mais la plupart des spécialistes s'accordent à dire que on peut retrouver des traces de ce terme, de cette notion de philosophie, 200 ans plus tôt, chez Pythagore. La naissance du premier geste philosophique est née plutôt dans les colonies grecques. Nous, on voit toujours la philosophie à Athènes, au centre de la Grèce, mais en réalité, il s'agirait a priori plutôt d'un mouvement périphérique. Et donc, c'est un mouvement de pensée qui est né dans les colonies, ce qui nous dit quelque chose de ce mouvement de rupture par rapport à la tradition. Les émigrés ne peuvent plus vraiment s'appuyer sur un socle fondamental de tradition. Il y a une rupture entre l'émigré et la tradition dont il est issu. Et dans les colonies grecques, en Asie mineure, puis dans la Grande Grèce, dans le sud de l'Italie, c'est là que les premiers foyers philosophiques ont émergé. C'est intéressant de constater que la rupture avec l'autorité de la tradition est consubstantielle à l'émigration et à la rupture géographique d'avec la source de l'autorité du savoir, de la connaissance. Il s'agit presque d'une insurrection philosophique face à l'autorité de la tradition. Donc voilà, c'est intéressant peut-être de mettre en parallèle ces deux phénomènes d'émigration, de vie périphérique et la naissance de la philosophie en tant qu'alternative à la tradition reçue. Donc la naissance de la philosophie est un défi face à l'autorité de la tradition. Le premier geste philosophique né à Milet, en Asie mineure,
dans l'actuelle Turquie. Et c'est de là que part la philosophie occidentale. Alors, ce qu'il faut noter d'important, c'est que cette autorité de la tradition a pris la forme de la religion, des mythes. Et donc, les mythes étaient les vecteurs des certitudes des anciens qui se transmettaient de génération en génération. Et c'était ça, cette Sophia contre laquelle s'est dressée la philosophie. Et donc, il s'agissait de remettre en question l'autorité des mythes qui étaient imposés par la tradition afin de réinventer une nouvelle interprétation du réel. Le mythe, c'est la première forme de l'expression religieuse, qui se traduit ensuite par l'élaboration de rituels et de tout un travail de lien à la divinité ou aux divinités. Donc le mythe est le premier élément de dogmatisation de la vérité dans une perspective de transmission, de perpétuation des interprétations traditionnelles du monde. Il faut bien se remettre dans un contexte où le monde n'était pas expliqué autrement que par la puissance divine, par la puissance des divinités auprès de nos ancêtres. Le monde ne trouvait d'explication qu'au travers des caprices et de la puissance des divinités. C'était la seule façon de fournir une explication rationnelle du monde. Les forces de la nature échappaient à la compréhension des hommes de cette époque-là. Et donc, dans un mouvement de rationalisation du monde, une tentative de trouver des explications concrètes du monde, eh bien, l'humain n'a pas pu faire l'économie de mythologiser le monde, afin de pouvoir l'expliquer, tout simplement. Et donc, ces explications mythologiques se sont transformées en dogmes religieux au fil des siècles. Alors, on a beau qualifier parfois cette révolution initiale de la philosophie de miracle grec comme étant la naissance de la raison, mais il ne faut pas oublier que les premiers Grecs, Thalès en l'occurrence, ont bénéficié des avancées techniques et scientifiques des Égyptiens ou des Babyloniens. D'ailleurs, Thalès s'est rendu en Égypte. Donc, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les récits mythiques d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et d'Hésiode, la théogonie d'Hésiode, racontent la naissance des dieux et du monde, et c'est déjà des premières tentatives d'explication du monde, de mise en ordre de l'univers. La recherche des causes fait partie de la démarche humaine depuis toujours. Alors, Aristote le reconnaît. Hésiode, dit-il, peut être considéré comme le premier à avoir cherché la cause du mouvement et du changement dans la nature. D'où vient cette nature ? La rupture entre la mythologie et les premiers philosophes, c'est pas une rupture si nette que ça, c'est une rupture en dégradé de gris qui se fait jour progressivement. Je ne résiste pas à la tentation de vous proposer la définition que fait le philosophe Jean Telet dans son livre « L'usage du tamis en philosophie », de la définition qu'il donne de la philosophie, justement. Alors c'est un petit peu long, mais je trouve que voilà, ça représente bien ce que représente la philosophie pour quiconque rentre en philosophie et converti à la philosophie. Cela vient comme un coup de foudre, cela déchire la nuit, c'est un miracle. C'est même le miracle par excellence, on l'aperçoit soudain. C'est quelque chose de merveilleusement beau par nature. Cela brille avec l'intensité que peuvent supporter les forces humaines. Ceux que cette belle lumière atteint deviennent eux-mêmes des êtres beaux. Cette magnifique lumière ne vient pas de l'homme, comment pourrait-elle en procéder ? Nous ne sommes que ténèbres en nous-mêmes. Cette chose, nous la regardons d'ailleurs. Nous sommes hors de nous quand nous la voyons et en jouissons. C'est un ébranlement, ou élan reçu du fond même des choses, un courant spirituel lancé à travers la matière. C'est de la vérité vivante. Elle arrive en flux, onde, vague. C'est l'effectivité et le mouvement de la vie, de la vérité. C'est la pierre de touche brûlante de toute philosophie. C'est un avènement, une aube, une éclaircie de l'être. C'est de la magie. Cela fait passer du néant à l'être. C'est la force magique qui convertit même la mort en être. Cela tient sa réalité de soi-même. Cela se pose soi-même et vit en soi-même. C'est de l'événement.
Rien ne mérite plus d'être appelé événement, et il survole tout vécu. Brillance, éclat discret et secret. C'est l'éclat tranquille, l'or du secret. Un spectacle enchanteur, des couleurs éclatantes, des irisations, des nuances insaisissables, des multiplicités pensantes, sensibles à l'infini, un fourmillement de différences, un pluralisme de différences libres, sauvages ou non domptées. Ce sont des intensités, des fragments de vie intenses, des événements comme jets de singularité, et toutefois ramassés en une expérience unique. C'est un feu intelligent, présent en toutes choses, mais concentré en nous. Nous y palpitons dans une unité mouvante, changeante, colorée, vivante. Nous découvrons la nouveauté sans cesse renaissante, la mouvante originalité des choses. C'est une plongée dans l'infini. C'est l'infini reflété en nous. C'est un miroir vivant perpétuel de l'univers. Cela existe, cela vient en existant, c'est une puissance propre à l'existant. Elle résiste à toute spécification par le concept, si loin qu'on pousse celui-ci. Que cela existe, c'est la merveille des merveilles. C'est là, constamment donné. C'est la plus grande consolation. Existe-t-il à tes yeux un bien plus précieux ? C'est le merveilleux être. C'est de la chair, c'est l'être fait chair. C'est une étincelle, elle jaillit à la moindre rencontre des sens et des sensations et allume un feu qui ne cessera de brûler. Cela relativise toute souffrance, augmente tout plaisir, rend l'existence délectable. Cela sauve de la finitude et de la mort. C'est une expérience d'absolu, elle nous fait sentir que nous sommes en quelque façon éternels. Elle nous ouvre le champ du suprasensible, de l'inconditionné, et nous fait espérer l'immortalité. Elle ouvre le champ, le domaine, le territoire d'une science à la singularité inouïe. C'est un pays pour voyageurs, nomades, explorateurs. C'est une terre inexplorée dont nul encore n'a délimité les frontières, un au-delà de toutes les terres, de tous les recoins jusqu'alors connus de l'idéal. Jamais un monde de connaissances plus profonde ne s'est ouvert à la hardiesse des navigateurs et des aventuriers. C'est une terra incognita, jamais reconnue ni reconnaissable. Mais c'est aussi un sol pour bâtisseurs, une roche inébranlable pour des fondations, où l'on peut bâtir sur un fond qui est tout à soi. C'est l'éther, le sol, le terroir de la science et du savoir en général. C'est un creux dans l'être, c'est l'être du dedans. C'est une demeure où s'abriter et se réchauffer. Au-dedans de l'être, dans l'être du dedans, une chaleur accueille l'être, enveloppe l'être. C'est suprêmement désirable et désir supérieur. C'est un aimant logé au cœur de la pensée. Cela attire l'intelligence et lui révèle toute l'étendue de ses possibilités. C'est le secret de l'intelligence. C'est son moteur. C'est l'intelligence toujours en acte, abritée de tout, impassible. Sans cela, rien ne pense. C'est l'origine dynamique des pensées, le soleil, la force gravitationnelle et lumineuse qui fait tournoyer et vivre les pensées. Ce sont des yeux qui voient toute autre chose que les yeux du corps. Ce sont les yeux de l'âme. Ils peuvent supporter la vue de l'être et de la partie la plus brillante de l'être. C'est une ouïe qui perçoit ce qui n'a jamais été entendu. C'est l'activité stéréographique d'une toute autre oreille. C'est une peau tendue comme un tambour. Elle est traversée par des circulations, des échos, des événements qui font plus de sens et de liberté, d'effectivité que l'homme n'en a jamais rêvé, ni Dieu conçu. C'est une peau tendue sur sa propre caverne sonore. Et ce qu'elle capte est résonance, poussée sonore, appel, crier, adresse. Cela donne des contentements incomparables. Aurait-on imaginé recevoir du plus doux, de plus innocent en cette vie ? C'est une joie profonde, et venant du fond de l'être. C'est une éternité de joie continue et souveraine. C'est le joyeux message qui nous force à penser. Il vient de la possession d'une vérité inoubliable. C'est une joie qui n'a pas à se déclarer. Elle est délicieuse parce que secrète. C'est la joie silencieuse de Sisyphe. C'est au-delà de la jouissance sensible. C'est un contentement de soi, un contentement de sa personne. C'est une réjouissance comparable à celle qu'on ne peut attribuer qu'à l'être suprême. La vie de tous les jours pourra en être réchauffée et illuminée. Tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. C'est parfait, toujours accompli, toujours en acte. C'est toujours nouveau, neuf, vierge. C'est de la vérité, brillante, indiscutable. C'est de la vérité en un sens nouveau. À côté d'elle, tout n'est que grise opinion. C'est une révélation qui écrase toutes les autres. C'est une pensée au contenu insondable et inépuisable. C'est une inépuisable réserve. C'est la surabondance des choses belles, mais aussi étranges, problématiques, effrayantes et divines. Elle offre un savoir remarquable, troublant, toujours plus surprenant à mesure que l'on y pense davantage. C'est la partie la plus excellente de nous-mêmes.
Elle est notre guide, elle nous rendra immortels. C'est une force démonique qui veille sur nous et jamais ne s'endort. C'est Socrate, vivant, palpitant, il est en nous. Il nous propose d'être notre modèle. C'est une voix qui nous ordonne de bien agir sans vouloir pour autant nous soumettre. Elle trouve d'elle-même accès à l'âme. Elle rend juste courageux. Elle est le secret de la bonne politique. Elle donne l'idée du bien. Elle est le bien lui-même. Elle élève. C'est une aristocratie. Nous devenons membres d'une société divine. C'est une noblesse intérieure. Elle procure l'estime et le respect de soi. Elle donne le sentiment d'une haute destination spirituelle. Elle fait éprouver des émotions sublimes, car grâce à elle, nous pouvons devenir conscients d'être supérieurs à la nature en nous, et ce faisant à la nature hors de nous. C'est un rêve. On y rêve du bonheur de l'humanité, de son émancipation, de son accomplissement. C'est le concept, le germe d'une nouvelle humanité, désaliénée, forte, heureuse. Il s'y annonce et s'y prépare l'appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme. Ce sera l'énigme de l'histoire résolue, la grande politique pourra commencer. Cela terrassera enfin le nihilisme, ce sera le phénix ressuscité d'une nouvelle vie intérieure et d'un nouveau souille spirituel. Cela appelle un peuple qui n'existe pas encore. Cela convoque le surhumain, l'homme au-delà de lui-même. Comme l'humain est ordinaire à côté de cela, comment pouvoir encore se contenter de l'homme actuel? Qu'est-ce d'autre un humain que cela ne traverse pas qu'une répétition de plus d'un éternel zéro? C'est une ivresse, c'est un vertige, c'est le vertige bachique dans lequel il n'est pas un seul membre qui ne soit ivre, c'est l'énorme puissance du négatif, c'est l'énergie de la pensée. Cela fait trembler le sol de toutes les certitudes. Cela vient solliciter tout ce qui est, l'ébranler comme tout, le faire trembler en totalité. Cela ruine les systèmes, les idéologies, les philosophies, les idées d'auteur et d'autorité. C'est une apocalypse. C'est la part du feu, et cela engloutit les sages et les dieux. Cela récuse à la fois les plus hautes pensées de l'esprit et les cycles profonds de la nature. Il faut l'être. Il faut être à sa hauteur. Mais c'est l'infini. L'homme est donc destiné à l'infini. Pourquoi l'homme n'est-il pas infini? Il a chu de son infinité. Nous avons perdu la grandeur de notre première nature. Comment dès lors ne pas désespérer? Comment vivre sans désespérer? Comment vivre dans le désespoir? C'est une extase, mais l'humain n'a rien d'extatique. L'humanisme est une impasse. Ce qui est essentiel, ce n'est pas l'homme, à moins de situer l'homme plus haut que ne le fait l'humanisme. L'homme est le gardien de cela. Il n'est rien d'autre. Sans cela, plus rien. Si cela n'était pas, rien ne serait. Cela est suspendu au-dessus d'un néant menaçant. Qui se considérera de la sorte s'effraiera de soi-même, et il tremblera dans la vue de ces merveilles. Le sort de cela angoisse, la merveille des merveilles frissonne dans la nuit claire du néant de l'angoisse. C'est au-delà du bien et du mal. L'échelle des valeurs devient inutile. C'est ambivalent et angoissant, c'est maudit, c'est déchaîné, sans borne assignable, sans raison, sans but. Ce sont des mouvements terribles, ils reviennent et se répètent comme des coups de gong. Ils secouent violente, fêlent la pensée et la font s'effondrer. Cela engendre terreur et fascination. Cette voie est la plus dangereuse, mais aussi la plus tentante. On fuit devant elle. C'est la question panique. Combien fuient devant la grande question attirante? Combien croient se sauver d'elle en se vautrant dans leur vie ordinaire? Cela existe comme rien n'existe. De quelle étrange façon? C'est insaisissable, subtil. Cela apparaît, mais n'existe qu'en se retirant. C'est une eau qui coule entre les doigts. C'est un je ne sais quoi, c'est l'inexistant apparaissant. Sitôt vu, cela s'estompe. Il faut chaque fois une nouvelle perception pour le retrouver, comme une étoile qui rentre aussitôt dans la nuit. Cela demeure silencieux, secret et discret comme un tombeau. C'est soustrait à la présence. C'est une case vide qui n'est ni pour l'homme ni pour Dieu. C'est inclassable. Cela n'a jamais été vu. C'est innommable, c'est inquiétant, c'est étrange. C'est d'une inquiétante étrangeté. Dans les parages de quel danger rôde-t-on? On est en plein fantastique, anormal, paranormal. On est transporté dans l'au-delà, dans sa propre mort. Cela hante, sa revenante, sa spectre. Ne sont-ce pas des spectres qui hantent nos vies, nos paroles, nos écrits? Qu'est-ce que ça fait là? Ça ne devrait pas être là, c'est du scandale. Quelle intrusion, quelle transgression y a-t-il là? C'est étranger à ce monde, cela vient d'outre-monde, c'est du dehors, c'est un extérieur devenu l'intrusion qui étouffe. Tout compte fait, cela existe-t-il? N'est-ce pas plutôt l'unique inexistant du monde? Car cela ne peut pas être. Il faut que cela réside hors du monde. C'est impossible, c'est de l'absurde. Va pour l'absurde. Faisons le pari déchirant et merveilleux de l'absurde. Cela se remarque à peine.
Qui s'apercevrait de sa disparition? Le pire des dangers serait pourtant cette disparition, c'est la marge, le marginal, la trace que personne ne remarque et qui ne peut d'ailleurs être remarquée. Les habitants de cette marge sont la race opprimée, bâtarde, inférieure, anarchique, nomade, irrémédiablement mineure. C'est en retrait, en réserve. On l'a oublié, pourtant cela peut concerner l'homme d'une façon plus essentielle et le réclamer d'une manière plus intime que ne le fait aucune chose présente. Nous n'avons pas réussi à l'habiter, à le penser, voilà tout. Nous ne pensons pas encore. Mais il nous le faut. Sans cela, la vie est un lourd cauchemar. Sans cela, la bête de labeur est abandonnée au vertige de ses fabrications, afin qu'elle se déchire elle-même, qu'elle se détruise et tombe dans la nullité du néant. Enfin bref, retenons pour conclure cette introduction que la philosophie s'est construite à partir de la mythologie et contre la mythologie, à partir de la tradition et contre la tradition, et c'est dans cette dynamique qu'elle est encore aujourd'hui, et que donc le philosophe praticien que vous vous apprêtez à devenir devra s'inscrire dans sa pratique quotidienne. Donc remettez en question ce que vous croyez savoir, et tout au long de ce tutorat, c'est exactement ce que nous allons essayer de cultiver ensemble, d'accord, cet esprit du scepticisme, cet esprit de la critique, cet esprit du doute, et cet esprit de l'émerveillement aussi de la nouveauté et de la curiosité philosophique. Alors, je ne vais pas faire ici un exposé exhaustif sur le personnage de Socrate. Je pense que tout le monde connaît Socrate, c'est que c'était le maître de Platon, et que la plupart de ce que nous savons de Socrate, nous le tenons des dialogues de Platon, où Socrate est mis en scène avec divers interlocuteurs et exprime, au travers de ces dialogues, la structure même de la méthode qu'il utilise. Alors, quelle rupture principale a introduit Socrate dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, avec Socrate, on est passé d'une philosophie axée sur la nature, sur la tentative d'explication des causes naturelles du monde, à une philosophie axée sur l'être humain, à une philosophie axée sur la connaissance de soi. D'accord ? Donc on est passé du discours au dialogue. Depuis Thalès, tous les présocratiques n'ont eu de cesse de vouloir rationaliser la nature afin de pouvoir la comprendre et l'expliquer. Et Socrate, lui, se recentre sur l'humain et sort de la préoccupation principale de ses prédécesseurs qui était la nature. Et c'est pour ça qu'on peut identifier une éthique socratique, une éthique dans l'approche socratique. Socrate croyait que la connaissance de soi était la clé de la vertu et qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc il était convaincu que la sagesse commence par la reconnaissance de son ignorance. Socrate, il a développé des méthodes d'investigation philosophique qu'il a éprouvées à vif sur ses interlocuteurs. Et donc c'est cette méthode socratique qui s'exprime au travers du dialogue que nous allons n'avoir de cesse d'explorer ensemble. Il fallait pour Socrate être vraiment ancré dans la préoccupation de découvrir l'autre. Donc il était dans une forme de curiosité de son interlocuteur, une curiosité bienveillante, une curiosité enrichissante pour son interlocuteur et lui-même, puisque l'enquête philosophique qu'il menait, il ne la menait pas contre son partenaire de dialogue, mais bien avec lui, à ses côtés, auprès de lui, et au besoin en accompagnant le raisonnement, la réflexion sur les sentiers arides de la raison. Et c'était parfois ardu pour ses adversaires, entre guillemets, parce que Socrate, bien qu'il prônait de ne rien savoir, c'est bien ce qu'il disait, la seule chose qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien, en réalité, menait de main de maître les dialogues et dirigeait la discussion et l'orienter dans la direction qu'il avait précédemment entrevue. Alors, Socrate utilise le dialogue. Il utilise le dialogue comme outil philosophique pour aller explorer
la structure de raisonnement de son interlocuteur. L'un des premiers éléments de la méthode socratique, c'est bien sûr la question, c'est bien sûr le questionnement. En tout cas, il ne donne jamais un cours et il fait toujours parler l'autre et l'oblige à ajuster ses réponses. Le caractère ironique de ses propos, le caractère intrusif de son questionnement pouvait peut-être être considéré comme une forme de violence. Mais le but recherché, l'objectif final, était toujours une meilleure connaissance de soi-même. Allez, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les différents aspects de la méthode socratique. Le souci majeur de Socrate, c'est la cohérence. À travers de ce qu'il n'appelait pas une méthode, mais que nous appellerons nous une méthode, c'est la cohérence de son interlocuteur que Socrate cherche à éprouver. Donc il va utiliser un système de questions-réponses. Et donc il va demander à son interlocuteur de fournir des réponses, souvent assez brèves, en lui demandant de ne pas rentrer dans de trop grands discours, pour tenter de clarifier sa pensée. Il faut bien se dire que cette approche du dialogue est en rupture profonde avec les mœurs de la Grèce de cette époque-là. Les mœurs de la Grèce de cette époque-là, c'était plutôt les grands discours faits par les sophistes, des discours qui n'étaient pas interrompus, qui étaient menés à leur terme et qui étaient entendus religieusement, avec une grande attention, voilà, sans interrompre le locuteur, l'orateur. Eh bien, Platon va instiller une rupture assez profonde dans cette approche-là qui était communément admise à l'époque, et donc il va du coup instiller cette nouvelle approche de la pensée par les questions-réponses. D'accord ? Donc Socrate procède toujours par une alternance de questions et de réponses, parfois demandant une définition, parfois testant ce que l'interlocuteur vient de dire. Voilà, il ne donne pas un cours. Il n'est pas dans une exposition de savoir ou de connaissance. D'ailleurs, il dit qu'il ne sait rien. Il fait parler l'autre. Il fait parler son interlocuteur et l'oblige à ajuster ses réponses. D'accord ? Donc il ne se contente jamais du premier pas. Il examine chaque réponse dans le détail en suivant la logique de l'interlocuteur, en s'adaptant aux directions que le discours de son interlocuteur prend. C'est ce qui lui vaut son sobriquet de maïoticien, d'accoucheur. Donc Socrate est à la recherche de la cohérence de son interlocuteur. D'accord ? Donc il va tester la cohérence des réponses, s'assurant qu'une réponse ne vient pas percuter la réponse précédente, ou que le discours reste focalisé sur une même ligne et que l'interlocuteur ne se dilue pas dans diverses idées qui seraient incompatibles entre elles. D'accord ? Donc il faut que pour que la pensée, le logos s'exprime, que la réflexion, que la pensée de l'interlocuteur reste cohérente. Pour ça, il va montrer les contradictions dans les définitions proposées. Il va essayer de mettre en exergue les tensions entre les conclusions que l'on peut tirer de telle ou telle idée, si d'aventure il s'aperçoit qu'il y a incompatibilité ou incohérence entre ces idées. Le rôle qu'il exige de ses partenaires de dialogue, de ses interlocuteurs, c'est de pouvoir corriger ou affiner leurs idées en fonction des retours que leur fait Socrate. Il ne dit jamais qu'ils ont tort. Il essaie de les guider vers un constat qu'ils font eux-mêmes, que leurs idées accouchent de chimères, finalement. Il part souvent d'exemples concrets, il utilise des exemples simples pour illustrer des idées philosophiques. Et donc ça rend les concepts évoqués plus intelligibles et plus concrets. Et puis il va essayer d'explorer les principes sous-jacents aux idées exposées. Il va essayer de montrer que les principes évoqués ne couvrent pas tous les cas, ou qu'ils couvrent trop de cas. Les interlocuteurs seront amenés
à apporter des clarifications, des compléments d'information. Et ainsi, Socrate va traquer les confusions entre le paraître et l'être. Socrate ne s'oppose pas à ce que les gens changent d'avis, bien au contraire. Mais il veut que les gens changent d'avis parce qu'ils découvrent eux-mêmes une incohérence dans ce qu'ils affirmaient. Et non pas par une contrainte extérieure ou une autorité extérieure qui les pousserait à changer d'avis de force. Donc, concrètement, Socrate va commencer avec ce que vous croyez, disons X, et puis il vous pousse à admettre que vous croyez aussi Y. Et ensuite, il montre que X et Y sont incompatibles entre eux. Donc, puisque vous croyez les deux, ben, vous avez un choix à faire. Donc, modifiez l'un ou abandonnez l'autre. Qu'est-ce qu'un bon ami pour toi? Un bon ami, ben, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est là pour t'aider et en fait, peu importe la situation, il est là. Ok. Donc, si ton meilleur ami a des ennuis et te demande de l'aider, tu l'aides. Oui, toujours, bien sûr, c'est ça l'amitié. Parfait. Le principe qui guide tes actions pourrait donc être formulé de la manière suivante. Il faut toujours être loyal envers ses amis et les aider quand ils sont dans le besoin. Exactement, c'est ça. Ok. Maintenant, autre sujet. Disons que tu participes à un jeu de société ou à une compétition sportive. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Que ce soit juste, que tout le monde respecte les règles et que le meilleur gagne. En fait, je déteste les tricheurs. Ok, donc tu accordes une grande valeur à la justice et à l'honnêteté. On peut donc dire que tu suis aussi un autre principe. Il faut toujours être honnête et respecter les règles communes pour garantir l'équité. Ah bah oui, bien sûr, c'est la base. Ok, très bien. Alors imagine la situation suivante. Tu es en train de passer un examen très important, ton meilleur ami qui est à côté de toi est complètement bloqué. S'il échoue, il rate son année. Il te supplie de lui souffler la réponse d'une question cruciale. Là, tes deux principes vont s'affronter violemment. Ton principe de la loyauté te pousse à aider ton ami en difficulté, et ton principe de l'honnêteté t'interdit de tricher et t'oblige à respecter les règles de l'examen, ça va? Ouais. Voici donc le dilemme, tu peux pas faire les deux à la fois. Soit tu es loyal et malhonnête, soit tu es honnête et tu laisses ton ami en difficulté. Ah oui. Alors lequel de ces principes vas-tu trahir? L'amitié est-elle plus importante que l'honnêteté, ou l'inverse? La situation t'oblige à nuancer tes principes, qui te paraissaient si absolus quelques minutes auparavant. Donc Socrate revêt ici le rôle d'un adversaire intérieur, une conscience intérieure à celui qui pense et qui va orienter la pensée, guider la pensée. Socrate est à la recherche du principe. Il s'agit de trouver le principe qui préside aux idées. Imaginez que vous disputiez avec quelqu'un à propos d'un film, ça dure un moment, chacun s'accroche à des détails, et puis vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'un bon film au fond? Qu'est-ce qui fait qu'un film est meilleur qu'un autre? Et on se rend compte qu'on se disputait à propos d'un film en particulier, c'est la question initiale, parce qu'on n'est pas d'accord sur les questions plus générales qui sont en arrière-plan. C'est des questions de fond qui sont celles qu'on devrait vraiment explorer pour essayer de clarifier la question initiale. Bon, essayons de reformuler ce point de façon un peu plus formelle. Donc un argument déductif classique, on le verra dans la compétence argumentative, contient une prémisse majeure et une prémisse mineure, le tout suivi d'une conclusion. L'exemple classique, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ici, la prémisse mineure, Socrate est un homme. La prémisse majeure, tous les hommes sont mortels. Donc ces deux prémisses prises ensemble mènent à la conclusion que Socrate est mortel. Et bien la prémisse majeure est une affirmation générale. C'est là que se trouve le principe fondamental sur lequel roule le débat. C'est important de comprendre ça, parce que le principe général en jeu dans un argument est souvent sous-entendu, et pas nécessairement formulé avec la même exactitude qu'un syllogisme tel qu'on vient de le voir. Cette reformulation un peu amputée du syllogisme, ça s'appelle un antimème. L'antimème, c'est une partie d'un syllogisme, c'est la partie utile du syllogisme qui se réduit souvent à
une prémisse et une conclusion, et la majeure est inarticulée, donc le principe initial est inarticulé, et il n'est pas forcément même identifié par le porteur de l'argument. Et donc la première chose que fait Socrate, c'est de le faire émerger, ce principe inarticulé. Si vous voulez bien, je me propose d'illustrer cette approche au travers d'un petit dialogue qui va mettre en évidence ce mécanisme. Franchement, je comprends pas. Jérémy, il a encore posté une story sur une plage paradisiaque sur laquelle il vivait ses vacances. Ça me saoule en fait. Ça me fatigue de voir tous ces gens étaler leur bonheur en permanence sur les réseaux sociaux. C'est tellement superficiel. C'est nul. C'est intéressant ce que tu dis. Si je te suis bien, en fait, tu penses que l'étalage du bonheur sur les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose, c'est ça? Bah oui, exactement. Ça sonne faux. Ça met une pression inutile à tout le monde parce que celui qui galère, il va voir les plages paradisiaques et quoi? Qu'est-ce que ça va lui renvoyer à lui? Alors, ok. Si tu veux bien, on va essayer de remonter à la source de ton jugement. D'accord? Donc, tu portes un regard négatif sur un acte bien précis, montrer son bonheur sur Instagram. Pour que ce jugement soit logique, il doit s'appuyer sur une idée plus générale, sous-jacente, un principe que tu admets peut-être même sans en avoir conscience. Quelle pourrait être cette règle générale? Peut-être que c'est pas bien de se vanter. Voilà, on s'approche. Alors, on va essayer de reformuler. Tu dirais par exemple que toute démonstration excessive et publique d'un sentiment personnel, comme le bonheur par exemple, c'est une forme de superficialité? Bah oui, c'est tout à fait ça. Quand c'est trop montré, tu vois, ça perd de sa valeur, de sa saveur. C'est pas authentique en fait. Là, sans t'en rendre compte, tu viens de mettre un pied dans le principe général qui dirige ton opinion. Et tu as utilisé en fait le syllogisme. Ta première affirmation, ton opinion, c'était la conclusion de ce syllogisme. Un syllogisme? Oui, regarde. La prémisse majeure, c'est le principe général qu'on vient de formuler, d'accord? Toute démonstration publique excessive de bonheur est superficielle. La prémisse mineure, qui est la prémisse particulière, c'est le cas particulier que tu observes. Tu dis, poster constamment ses vacances sur Instagram, c'est une démonstration publique excessive du bonheur. Et la conclusion, c'est ton opinion de départ. Poster constamment ses vacances sur Instagram, c'est superficiel. Tu vois, ton agacement spontané, c'était pas qu'une simple question d'opinion. C'était l'application logique et inconsciente d'un principe plus profond sur la manière dont tu conçois l'authenticité et la pudeur des sentiments. On est juste remonté de ta conclusion à ton principe. Et souvent, il n'y a pas qu'une seule prémisse majeure derrière une affirmation, il y a des couches. Il y a une chaîne argumentative. Donc la première couche peut être une raison immédiate pour ce qui a été affirmé en surface, et ensuite vient la raison de cette raison, un principe encore plus général. Et lors d'un questionnement socratique, il faut décider jusqu'où remonter dans cette chaîne de principes généraux et à quel moment s'arrêter. En termes d'art socratique, le geste typique est de monter d'un échelon jusqu'à ce qu'on trouve une affirmation qu'on peut réfuter ou mettre en tension avec quelque chose qui a déjà été dit. Quand une affirmation ne résiste pas à un examen plus superficiel, c'est pas utile d'aller plus loin. Elle a simplement besoin d'être retravaillée. Et d'un point de vue pratique, on a besoin d'une affirmation qui se prête à de bonnes questions de la part du philosophe praticien et à de bonnes réponses de la part de son interlocuteur. Si le principe actuel ne permet pas un bon échange, alors il faut monter d'un échelon. C'est comme un peu un musicien qui cherche la bonne tonalité pour une chanson selon la tessiture du chanteur. D'accord ? Il monte petit à petit jusqu'à trouver la note clé qui lui semble juste. Et bien là, on peut faire un peu la même chose, en fait. Il faut noter aussi qu'il y a la recherche d'un angle d'attaque qui respecte la pensée du partenaire. D'accord ? L'objectif n'est pas de l'emmener là où il ne veut pas aller, simplement pour l'y piéger, mais de comprendre ses vraies raisons. Même si, et surtout si lui-même ne les connaît pas encore vraiment très bien. Donc on cherche à atteindre le nerf du problème et pas à l'éviter. On veut atteindre l'endroit où ça bouge vraiment. Et donc pour filer la métaphore médicale, imaginez un médecin qui cherche à poser sa seringue là où la veine est la plus riche en fait. Enfin, dans certains contextes, on peut grimper de notre barreau pour une raison différente, trouver un terrain d'entente, une proposition sur laquelle on peut vraiment s'accorder, sincèrement, vraiment,
et pas seulement pour discuter. On est côte à côte avec le partenaire de dialogue en réalité. On regarde ensemble le problème en se rangeant les deux du même côté de ce problème. On n'est pas dans une adversité qui consisterait en une pure heuristique. La plupart des gens tiennent à peu près aux mêmes choses quand on atteint un niveau de généralité suffisamment élevé. Il suffit d'aller assez haut dans les principes généraux pour trouver un espace commun, un terrain d'entente. Eh bien, trouver ce point de départ partagé, ça aide vraiment pour les efforts de persuasion ultérieurs qui devront être mis en place. Notez que l'idée est de raisonner ensemble. D'accord ? Il peut se faire que des principes soient incompatibles entre eux. Et donc, il va falloir tester la solidité de chacun des principes pour voir lequel tient le plus, pour voir quelle opinion doit prévaloir sur tel autre. Autrement dit, on doit faire de ces principes la cible du questionnement. Il va donc s'agir de tester le principe. Alors, soit de tester deux principes ou plusieurs principes qui rentrent en concurrence les uns avec les autres, ou lorsqu'on a identifié un principe fondamental sur lequel s'appuie l'interlocuteur pour justifier ses thèses, eh bien, essayer de tester la solidité de ce principe de différentes façons possibles. Alors, le littéralisme, on pourrait utiliser le principe de façon littérale, au pied de la lettre, pour voir si les implications sont vraiment toujours vérifiables, toujours fidèles à ce principe. Si le principe se trahit lui-même dans certains cas de figure, eh bien, l'interlocuteur n'aura d'autre choix que de lâcher ce principe. Alors, voici l'illustration d'un tel littéralisme. L'opinion initiale pourrait être, par exemple, la justice, eh bien, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est une définition qui semble juste et raisonnable à première vue. Donc le principe sous-jacent est que la restitution de ce qui est possédé par autrui est toujours un acte juste. Eh bien, le littéralisme de Socrate pourrait prendre la forme suivante. En prenant ce principe au pied de la lettre et en le poussant dans ses retranchements, on pourrait, au travers d'un exemple concret et problématique, affaiblir la force de ce principe. Imaginons qu'un ami tout à fait sain d'esprit te confie ses armes. Plus tard, cet ami devient fou et te réclame ses armes dans son délire, probablement pour commettre un acte terrible. Devrais-tu lui rendre ses armes ? Et donc ça, c'est l'application littérale du principe. Si on s'en tient strictement à ce principe que la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, alors oui, il faudrait lui rendre ses armes. Elles lui appartiennent, et donc elles lui sont dues. Par contre, la conséquence est absurde et injuste. Tout le monde serait d'accord pour dire qu'il serait insensé, dangereux et du coup profondément injuste de rendre des armes à un fou furieux. Donc en suivant le principe à la lettre, on aboutit à une action manifestement injuste. Cet exemple est tiré du livre 1 de la République de Platon. Est-ce que le principe en question résisterait au cas extrême ? Si on pousse à l'extrême le principe et qu'il n'est plus opératoire, eh bien ce principe aura trouvé sa limite. Alors, je fournis un exemple assez simple, assez communément utilisé en philosophie. Le principe serait le suivant, il ne faut jamais mentir. D'accord ? C'est un pilier de nombreuses morales. C'est un principe qui repose sur des valeurs fondamentales, comme l'honnêteté, le respect d'autrui, la confiance, qui est essentiel au lien social. L'idée est que le mensonge en lui-même est un mal. Bien. Imaginons la situation extrême suivante. Vous cachez chez vous une famille innocente qui fuit un meurtrier lancé à ses trousses. Le meurtrier armé frappe à votre porte et vous demande d'un ton menaçant s'il y a quelqu'un d'autre que vous dans cette maison. Qu'allez-vous répondre ? Si on s'en tient à l'obligation de jamais mentir, on doit répondre oui. C'est problématique, c'est pas possible. On a atteint la limite du principe. D'accord ? Ici, le principe qu'il ne faut jamais mentir est poussé à son extrême, dans ses extrêmes retranchements. Conséquence inacceptable. En disant la vérité, on livre des innocents à une mort certaine.
L'acte, bien que véridique, devient l'instrument direct d'un crime horrible. Donc l'application rigide du principe mène à une catastrophe morale. Donc dans cette situation, la quasi-totalité des gens s'accorderaient à dire que mentir est le seul choix moral juste. Le devoir de protéger une vie innocente l'emporte de très loin sur le devoir de dire la vérité. On pourrait changer de perspective, demander comment le principe apparaîtrait du point de vue d'un adversaire, ou d'une autre époque, ou d'une autre culture. On pourrait enfin essayer d'explorer les conséquences de ce principe. Que se passe-t-il ensuite? Et analyser comment l'application d'une règle pourrait modifier le comportement des gens et entraîner des effets inattendus. Enfin, lorsque le philosophe praticien aura identifié les principes directeur des idées de son interlocuteur, eh bien, il aura trouvé le gisement de la matière première sur laquelle il pourra intervenir. Le dialogue est plus qu'une méthode, c'est le cadre en lui-même de la pratique socratique. Le mot dialogue, ça provient du grec ancien dialogos, et qui est composé donc de deux éléments, dia, qui signifie à travers ou entre, et logos, qui signifie donc la parole, le discours, la raison, ou encore la pensée. Le dialogue, de quoi est-il fait? Il est fait d'interaction, il est fait d'écoute, d'échange d'idées et de respect, bien sûr. Alors, le but du dialogue pourrait être l'aporie, le caractère aporétique des échanges. C'est le fait que ces échanges n'appellent pas l'accès à un objectif prédéterminé. On peut se perdre dans le dialogue. On n'est pas contraint de produire du résultat, de produire une conclusion qui soit un élément de connaissance, qui serait dogmatisé et pétrifié comme ça dans une assertion péremptoire. L'aporie, c'est une forme d'impasse intellectuelle, un état de confusion où finalement on ne sait plus quoi penser. C'est une forme de purification qui libère l'esprit des fausses certitudes. Ça peut entraîner une forme de dissonance cognitive où l'interlocuteur est bloqué et les plans ont sauté et il ne sait plus quoi penser en fait. Donc cette aporie pourrait faire passer de l'ignorance au carré, si j'ose dire, qui consiste à ignorer sa propre ignorance, à la conscience de son ignorance. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de positif, mais de déconstruire l'illusion qu'on avait de savoir. Et cela plonge dans un état de perplexité, qui est le véritable commencement de la philosophie, d'accord, qui crée un désir sincère d'apprendre. Donc, dire que le but du dialogue, c'est l'aporie, c'est affirmer que la vacuité qui est permise par le doute est la première marche de la véritable connaissance. Alors, pour être productif, le dialogue socratique doit suivre des règles, comme un jeu qui serait proposé à notre interlocuteur. Et il s'agira de chercher la vérité, et non pas nécessairement la victoire. Il ne s'agit pas d'une joute verbale stérile et qui viserait juste à asseoir le pouvoir d'un interlocuteur sur l'autre. Ce n'est pas un débat. D'accord, on n'est pas dans de l'héristique. L'héristique, voilà, c'est la joute verbale pour gagner. Là, non, on est ensemble dans un jeu collaboratif pour rechercher la vérité. Alors sur quoi? Sur l'idée apportée par l'interlocuteur. Et donc cette idée qui est proposée par l'interlocuteur, c'est l'idée qui va être posée sur la table et autour de laquelle le philosophe praticien et son client vont tourner ensemble pour explorer les différents points de vue sur cette idée. Il ne s'agira pas du coup de se cantonner à un seul regard porté sur l'idée, ce qui est souvent la démarche initiale du client quand il vient consulter. Il a une idée assez arrêtée et immobile sur ce qu'il pense, sur ses opinions. Eh bien, le philosophe praticien va l'entraîner dans un tour, dans une exploration de cette idée pour en envisager toutes les possibilités. Alors, les règles du jeu, du dialogue, impliquent aussi la franchise des participants, l'honnêteté, l'authenticité des participants. Les participants doivent dire ce qu'ils pensent réellement,
même si c'est impopulaire ou si ça peut paraître choquant, il faut vraiment dire le fond de sa pensée et ne pas travestir ce que l'on pense pour complaire au sens commun ou aux autres en général, ou aux philosophes. Donc il y a cette exigence d'authenticité dans la façon qu'on a d'exprimer ses idées. C'est à cette seule condition que le dialogue socratique peut produire un certain résultat. La bienveillance. Il faut interpréter l'argument de l'interlocuteur de la meilleure manière possible, de la manière la plus forte et la plus raisonnable possible avant de le critiquer. Donc il faut prêter de la bonne foi à son interlocuteur, et le philosophe doit, en reformulant l'idée proposée par son interlocuteur, ne pas l'amoindrir, ne pas en amoindrir la force, ne pas en dénier la pertinence, mais bien au contraire, mettre en exergue, mettre en valeur l'idée de son interlocuteur. Vraiment essayer d'y croire. Pour ensuite, une fois qu'on aura établi un consensus valide sur l'idée proposée, pouvoir rentrer dans une phase de critique de cette idée. Le dialogue ne souffre pas un esprit trop fragile. On ne doit pas s'offusquer ou s'offenser du fait de la réfutation qui va être proposée par le philosophe. Donc il y a une forme de robustesse à avoir dans le débat, dans l'échange d'idées, car la réfutation qui va être proposée par le philosophe n'est pas une attaque personnelle. Et donc il faut que le client, il faut que l'interlocuteur du philosophe praticien sorte de cette idée que le philosophe est en train de l'attaquer personnellement. Il faut plutôt qu'il considère que la réflexion philosophique, que le dialogue est un cadeau qui va le libérer d'une erreur éventuellement. D'accord ? Donc il y a un préalable au dialogue, c'est de bien prévenir l'interlocuteur, bien que toute réfutation, toute critique des idées proposées n'aura pour objectif que de faire prendre conscience à l'interlocuteur qu'il ignore là où il croyait savoir. Et donc c'est un cadeau, c'est la libération d'une illusion. Il y a aussi un principe important dans le dialogue, c'est le principe du témoin unique. Socrate, il s'en fout complètement du nombre de personnes qui assistent au dialogue, parce que vous savez que Socrate et ses interlocuteurs successifs souvent discutent dans une bonne ambiance, dans une franche convivialité, donc ils sont en groupe, et donc en général il y a un groupe de personnes qui est attentive au dialogue qui se déroule, mais Socrate, lui, n'a que faire des opinions des autres. Le seul témoin qui l'importe vraiment, le seul témoin qui a une importance à ses yeux, c'est son interlocuteur. L'opinion de la foule, il n'en a que faire. Seul compte l'accord sincère de son interlocuteur. Et donc, il s'agit de dire que les arguments d'autorité, l'invocation de l'autre, la pression d'un groupe ne sont pas à même d'influencer, en tout cas ne doivent pas être à même d'influencer les opinions des interlocuteurs, des parties prenantes au dialogue. On peut, je l'ai déjà un peu évoqué, dire que le dialogue socratique est une forme de méditation, puisque lorsqu'on pense, lorsqu'on est en train de réfléchir à part soi-même, dans la solitude de notre être, eh bien, on ne fait rien d'autre que de dialoguer avec nous-mêmes. Platon disait que la philosophie, c'est le dialogue que l'âme s'adresse à elle-même. Réfléchissez-y, regardez en vous-même, mais quand vous pensez seul avec vous-même, vous êtes en train de dialoguer. Et il y a toujours deux petites voix qui échangent et qui élaborent du raisonnement. D'accord ? Le dialogue socratique, c'est un peu cette extrapolation de la méditation au travers de l'autre, avec un grand A. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on peut développer un Socrate intérieur et agir avec nous-mêmes comme ce temps qui était l'un des sobriquets dont on affublait Socrate. On disait de Socrate qu'il était comme un temps qui piquait ses interlocuteurs, mais en fait cette piqûre était une piqûre de mise en mouvement. Et donc on peut être pour soi-même un temps qui va nous mettre en mouvement par la pensée, soi-même.
Et donc, ça veut dire qu'on doit essayer de développer une façon de penser qui fonctionne comme une critique permanente des idées que nous portons. Remettre en question nos propres croyances et nos propres conventions, nos principes, et rester humble et se protéger de l'arrogance de la toute-puissance du savoir. Il s'agit de transformer la pensée en un examen rigoureux plutôt qu'une simple affirmation d'opinion, car l'affirmation des opinions s'avère très vite stérile et toujours discutable. On peut toujours affaiblir l'expression d'une opinion fortement arrêtée en la problématisant, mais ça nous le verrons au cours du tutorat qui s'en vient. Alors voici un petit extrait d'un dialogue où Socrate, après plusieurs tentatives infructueuses d'Eutyphron pour définir la piété, expose le problème de la contradiction dans sa logique. Donc là, vous allez voir que dans cet échange, Socrate force Eutyphron à confronter la faille de sa propre définition. Le dialogue, il n'a pas pour but d'arriver à une vérité définitive, mais de montrer à Eutyphron qu'il ne possède pas le savoir qu'il prétend avoir. Le rôle du dialogue socratique, c'est donc de détruire la certitude illusoire, et là on l'illustre bien, et de conduire l'interlocuteur à une prise de conscience de sa propre ignorance, une condition nécessaire à la véritable recherche de la sagesse. Socrate. Le saint est-il aimé des dieux parce qu'il est saint, ou est-il saint parce qu'il est aimé des dieux? Eutyphron. Je n'entends pas bien ce que tu dis là, Socrate. Socrate. Je vais tâcher de m'expliquer. Ne disons-nous pas qu'une chose est portée et qu'une chose porte, qu'une chose est vue et qu'une chose voit, qu'une chose est poussée et qu'une chose pousse? Comprends-tu que toutes ces choses diffèrent et en quoi elles diffèrent? Eutyphron. Il me semble que je le comprends. Socrate. Ainsi, la chose aimée est différente de celle qui aime. Eutyphron. Belle demande. Socrate. Et dis-moi, la chose portée est-elle portée parce qu'on la porte ou par quelque autre raison? Eutyphron. Par aucune autre raison, sinon qu'on la porte. Socrate. Et la chose poussée est poussée parce qu'on la pousse, et la chose vue est vue parce qu'on la voit? Assurément. Il n'est donc pas vrai qu'on voit une chose parce qu'elle est vue, mais au contraire, elle est vue parce qu'on la voit. Il n'est pas vrai qu'on pousse une chose parce qu'elle est poussée, mais elle est poussée parce qu'on la pousse. Il n'est pas vrai qu'on porte une chose parce qu'elle est portée, mais elle est portée parce qu'on la porte. Cela est-il assez clair? Entends-tu bien ce que je veux dire? Je veux dire qu'on ne fait pas une chose parce qu'elle est faite, mais qu'elle est faite parce qu'on l'a fait. Ce qui pâtit ne pâtit pas parce qu'il est pâtissant, mais qu'il est pâtissant parce qu'il pâtit, n'est-ce pas? Eutyphron. Qui en doute? Socrate. Être aimé, n'est-ce pas aussi un fait ou une manière de pâtir? Eutyphron. Oui. Socrate. Et n'en est-il pas de ce qui est aimé comme de tout le reste? Ce n'est pas parce qu'il est aimé qu'on l'aime, mais c'est parce qu'on l'aime qu'il est aimé. Eutyphron. Cela est plus clair que le jour. Socrate. Que dirons-nous donc du saint, mon cher Eutyphron? Tous les dieux ne l'aiment-ils pas selon toi? Eutyphron. Oui, sans doute. Socrate. Est-ce parce qu'il est saint ou par quelque autre raison? Eutyphron. Par aucune autre raison, sinon qu'il est saint. Socrate. Ainsi donc, il l'aime parce qu'il est saint, mais il n'est pas saint parce qu'il l'aime. Eutyphron. Il paraît. Socrate. D'un autre côté, le saint n'est aimé des dieux que parce que les dieux l'aiment. Eutyphron. Qui peut le nier? Socrate. Il suit de là, mon cher Eutyphron, qu'être aimable aux dieux et être saint sont choses fort différentes. Eutyphron. Comment, Socrate? Socrate. Oui, puisque nous sommes tombés d'accord que les dieux aiment le saint parce qu'il est saint et qu'il n'est pas saint parce qu'il l'aime. N'en sommes-nous pas convenus? Je l'avoue. Au contraire, ce qui est aimable aux dieux n'est tel que parce que les dieux l'aiment, par le fait même de leur amour, et les dieux ne l'aiment point parce qu'il est aimable aux dieux. Eutyphron. Cela est vrai. Socrate. Or, mon cher Eutyphron, si être aimable aux dieux et être saint étaient la même chose, comme le saint n'est aimé que parce qu'il est saint, il s'ensuivrait que ce qui est aimable aux dieux serait aimé des dieux par l'énergie de sa propre nature. Et comme ce qui est aimable aux dieux n'est aimé des dieux que parce qu'ils l'aiment, il serait vrai de dire que le saint n'est saint que parce qu'il est aimé des dieux.
Tu vois donc bien qu'être aimable aux dieux et être saint ne se ressemblent guère, car l'un n'a d'autre titre à l'amour des dieux que cet amour même, l'autre possède cet amour parce qu'il y a des titres. Ainsi, mon cher Tifron, quand je te demandais ce qu'est précisément le saint, tu n'as pas voulu sans doute m'expliquer son essence et tu t'es contenté de m'indiquer une de ses propriétés qui est d'être aimé de tous les dieux. Mais quelle est la nature même de la sainteté? C'est ce que tu ne m'as pas encore dit. Si donc tu l'as pour agréable, je t'en conjure, ne m'en fais pas un secret. Et commençant enfin par le commencement, apprends-moi ce que c'est que le saint, qu'il soit aimé des dieux ou quelque autre chose qui lui arrive. Car sur cela, nous n'aurons pas de dispute. Allons, dis-moi franchement ce que c'est que le saint et l'impie. Qu'illustre-t-il ce dialogue? Eh bien que, grâce à une succession de raisonnements logiques, Socrate amène son interlocuteur à déconstruire ce qu'il croyait savoir, à préciser les méandres restés obscurs de son raisonnement, pour enfin réaliser, à la fin de cet extrait, eh bien que sa certitude initiale n'était pas fondée en raison, et qu'il lui reste encore un travail d'explication de son opinion afin de pouvoir la justifier éventuellement, et si ce n'est pas le cas, toujours confronté au raisonnement logique de Socrate, eh bien, il lui restera à Eutyphron à se dessaisir de cette opinion initiale et éventuellement l'amender et en chercher une autre plus pertinente, plus efficace et plus robuste. Et donc là, on voit que le cheminement de réflexion de Socrate n'est pas de produire une contre-connaissance pour aller attaquer les certitudes de son interlocuteur, mais plutôt d'aller générer chez son interlocuteur un raisonnement alternatif qui lui fera aboutir à la conclusion que sa façon de penser n'était pas ancrée en logique et que le raisonnement tenu ne résistait pas à l'épreuve de la logique. L'analogie. Il faut rendre à l'analogie son dû et remettre l'analogie à la place qui est la sienne dans la cognition. Parce que sans analogie, pas de concept. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque concept qui est présent dans notre esprit doit son existence à une immense suite d'analogies élaborées de façon arborescente dans notre inconscient depuis toujours. Notre cerveau est tout le temps en train d'élaborer des analogies pour comprendre le monde qui l'entoure et dans lequel il évolue. Et cela lui permet d'interpréter la nouveauté et l'inconnu dans des termes familiers et déjà connus. D'accord? Donc l'objectif principal du travail sur l'analogie, c'est l'apprivoisement interprétatif du monde. Je dirais que l'analogisation est une faculté humaine et donc à la racine de tous nos concepts. C'est un mécanisme qui est en marche dans la psyché humaine et qui mérite qu'on s'y arrête un petit instant. Il faut bien avoir en tête que la catégorisation est au cœur même de la pensée et que l'analogie, c'est le moteur de la catégorisation. Alors, avant d'aller plus avant, un petit rappel étymologique. Analogie vient du grec ancien analogia, qui renvoie à l'idée d'une similitude ou d'une égalité de rapport entre des choses distinctes.
Peut-être l'idée serait de considérer que notre monde nous offre un vaste stock d'énigmes à résoudre et que le cerveau doit sans cesse se dépatouiller avec des tas de problèmes pour décrypter le monde et pour essayer de lui donner du sens. Eh bien, l'analogie, ce serait cette manière de se conformer à ce qui est déjà connu pour appréhender, apprivoiser, je le disais, le monde dans toute la nouveauté qu'il peut nous présenter à chaque instant. Et donc, ce réflexe de l'analogie pour le cerveau consisterait à comparer systématiquement un événement nouveau à un stock d'événements déjà connus, déjà enregistrés, et cette comparaison permettrait d'établir des critères de distinction de l'inconnu et de la nouveauté. Et donc, en quelque sorte, ce serait en faisant émerger de notre mémoire des situations fortement analogues à celles vécues, rencontrées au présent, que nous tentons en permanence de saisir le cœur des situations inédites que nous affrontons et le flot interminable des surprises de la vie. Alors, Socrate aime particulièrement les analogies. Il les utilise très fréquemment dans ses dialogues et elle compare des problèmes abstraits à des situations plus ordinaires ou familières. Elle ne prouve rien par elle-même, mais elle suggère des parallèles, elles indiquent des directions de pensée, elles donnent des pistes pour réfléchir. Et en réalité, elles rendent les raisonnements plus convaincants. Alors parfois, Socrate utilise une analogie incomplète pour faire avancer la conversation. Il donne le début de l'analogie et c'est à son partenaire de dialogue de compléter et de terminer. On le voit dans le Laquès, par exemple, où Socrate parle du courage. Et donc son partenaire lui donne un exemple. Socrate répond qu'il ne veut pas d'exemple, mais une définition qui les englobe tous. Alors il propose une analogie. Alors Socrate, supposons que je te demande ce qu'est la vitesse, tu dirais que c'est quelque chose qu'on trouve dans de nombreuses situations humaines. Courir, jouer de la musique, parler, apprendre. Et qui implique un usage du corps, des mains, des jambes, de la voix. Tu es d'accord? Laquès. Oui. Socrate. Donc si je dis la vitesse est cette capacité qu'ont les gens à faire beaucoup en peu de temps, tu serais d'accord? Bon oui. Alors Laquès, peux-tu faire la même chose pour le courage? Dis-nous ce que c'est comme capacité identique qu'on retrouve dans toutes les situations où on parle de courage. Vous voyez, donc là, c'est à son interlocuteur de compléter l'analogie que Socrate a commencée. Donc ça, c'est une technique qu'il utilise très fréquemment. Socrate construit ici une analogie à 4 termes, dont 3 sont déjà remplis. Donc, petit a, des exemples de vitesse. Petit b, une définition de la vitesse. Petit c, des exemples de courage. Petit d, une définition de courage qui est demandée à Laquès, son interlocuteur. Et maintenant, c'est à lui, son interlocuteur, de remplir le blanc. C'est un schéma qu'on retrouve assez fréquemment chez Socrate, dans le Théétète. Par exemple, Socrate demande ce qu'est la connaissance, et Théétète lui répond que ça inclut les arts manuels, comme la géométrie ou la cordonnerie. Et Socrate dit que c'est pas une bonne réponse. Ce serait comme dire que l'argile est mouillée parce qu'elle est utilisée par les potiers. Quel serait un meilleur critère commun pour définir la connaissance? Donc voilà, ces analogies servent à clarifier le propos. L'analogie permet de comprendre sans avoir une explication abstraite. C'est imagé, c'est tout de suite accessible par l'esprit, c'est assez simple en fait finalement. Et donc elle fonctionne parce qu'on ressent la justesse du sens qu'elle porte de façon instantanée ou intuitive en fait. Et elle le montre plutôt que démontrer. Les analogies ne servent pas qu'à expliquer. Socrate les utilise aussi pour interroger. On le voit par exemple discuter de rhétorique avec Gorgias, et voilà comment il y revient. Socrate, demande-lui qui il est, cher Éphon. Que veux-tu dire? Socrate, je veux dire, si quelqu'un faisait des chaussures, on dirait qu'il est cordonnier. Alors pour quelqu'un qui fait des discours, 3 points de suspension, et Gorgias répond qu'il est rhéteur. Et donc Socrate reprend l'interrogation. Puisque tu es rhéteur, dis-moi en quoi consiste la rhétorique. Est-ce que tu répondrais que c'est comme le tissage pour quelqu'un qui fait des vêtements? Gorgias répond que les musiciens font des mélodies, oui, et les rhéteurs font des discours, oui. Mais que fait un discours? Et dans quel but?
Socrate pousse Gorgias à compléter l'analogie. Et il montre que ces questions commencent facilement, quelqu'un qui fait des chaussures est cordonnier, mais à mesure que l'analogie progresse, elle devient plus difficile et presque plus menaçante au fond. Et ceux qui répondent sont invités à jouer à ce jeu de l'analogie qui semble simple au début et dans lequel ils se font piéger comme dans une toile d'araignée. En fait. On voit bien comment Socrate aborde ce style d'enquête philosophique en commençant par des exemples familiers, concrets, tangibles. Et il part de ce qui est connu, de ce qui est familier. Et c'est en ça que l'analogie est un levier très puissant pour philosopher, car cela pousse à aller plus loin, à se projeter dans des hypothèses encore inconnues qu'il reste à explorer, mais avec ce filet de protection de ce que nous connaissons déjà et de ce qui nous est déjà familier. D'accord ? Il montre où la pensée est facile et où elle devient difficile, à quel moment on peut basculer dans oser penser nouveau, oser penser neuf, à partir du connu. Donc, si quelqu'un rencontre des difficultés à cet exercice, Socrate l'aide, lui montre à quoi devrait ressembler la réponse, dans un contexte simple et clair. Et c'est un exercice qui, en tant que philosophe praticien, est assez exigeant, parce que il nécessite une forme d'imagination, il faut pouvoir aller puiser dans son esprit, dans sa mémoire, des analogies qui vont parler à notre interlocuteur, qui vont lui être familières, et qui vont correspondre à la théorie ou à l'idée abstraite qu'on est en train d'évoquer ensemble, et surtout ne pas le perdre ou instiller un sens qui ne serait pas fidèle à la thématique du dialogue. En somme, retenez que l'analogie sert à comparer. Alors comparer pour identifier ce qui se ressemble ou pour identifier les différences. Par exemple, dans un autre des dialogues, le Protagoras, Socrate compare la connaissance à de la nourriture et les sophistes à des marchands. D'accord ? Donc Socrate, la connaissance est la nourriture de l'âme, et nous devons choisir avec soin, mon ami, afin que le sophiste ne nous trompe pas en vantant ce qu'il vend, comme le font les marchands qui vendent de la nourriture pour le corps. Ils louent indifféremment toutes leurs marchandises, sans savoir ce qui est réellement bon ou nuisible, sauf leurs clients, et encore. De même, ceux qui vendent ou enseignent des choses intellectuelles peuvent ignorer leur réel effet sur l'âme, et leurs clients également ignorants, sauf si l'un d'eux est médecin de l'âme, etc. Donc il est en train de comparer des situations connues à celles évoquées et qui est plus nouvelle. Parfois, l'analogie agit comme un guide pour penser. Socrate peut reprendre une analogie dans un sens différent d'un passage à l'autre du dialogue pour justement mettre en exergue une différence, un autre sens possible. Socrate, si donc tu comprends ce qu'est le bien et le mal, tu peux acquérir en toute sécurité les enseignements de Protagoras. Mais sinon, ami, fais attention. Ne mets pas ton âme en danger comme on jouerait au dé. Il y a bien plus de danger à nourrir son âme qu'à nourrir son corps. Pour la nourriture, tu peux la conserver ou la goûter avant de la manger, mais pour les paroles de savoir, une fois qu'elles sont reçues dans l'âme, elles y restent. Et elles te font du bien ou du mal selon ce qu'elles sont. On continue à filer l'analogie pour illustrer combien il faut rester méfiant quant aux connaissances que l'on reçoit d'autrui. C'est intéressant, je trouve, comme approche, parce que c'est à la fois simple, intuitif, c'est praticable, aisément. Il faut simplement s'exercer, avoir conscience aussi que dans le discours de tous les jours, du quotidien, on est tout le temps en train d'utiliser l'analogie. Tout le temps. Il faut bien avoir conscience que les analogies naissent dans notre tête des dizaines de fois par seconde. Que nous, êtres humains, on nage de manière ininterrompue dans un océan d'analogies, des petites, des moyennes, des grandes, et leur gamme s'étend de la banalité la plus assommante à la brillance la plus éblouissante. Il s'agit d'une véritable effervescence mentale, même si elle demeure en dessous de la conscience, enfin, à un stade infraconscient. Mais notre cerveau est sans cesse en train de puiser dans ce qu'il connaît déjà pour adapter et pour accommoder comme on le dirait en photographie, de l'objectif de l'appareil photo, pour accommoder au réel qu'il est en train de rencontrer présentement. Je pense que l'idéal pour illustrer le mécanisme de l'analogie, c'est de faire une analogie
l'analogie du laboratoire de pensée. Une analogie, c'est une forme de modélisation simplifiée du réel en éliminant de ce modèle tous les éléments trop complexes ou tous les détails inutiles au fond de la réflexion pour clarifier le propos. Donc c'est comme si on se retrouvait dans un laboratoire mental et qu'on est en train d'étudier un modèle du réel simplifié et qui ne conserve que les paramètres essentiels, les plus importants à étudier. En argumentation, par exemple, on peut très bien élaborer un argument de façon abstraite sans utiliser le renfort de l'analogie. Mais un argument sera plus fort s'il est illustré par une analogie simple à comprendre et qui emportera la conviction de l'interlocuteur de façon encore plus efficace et plus pertinente que la simple abstraction de l'argument initial. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'analogie, c'était une forme de comparaison, et bien entendu qu'une comparaison n'est pas un argument. Mais cet argument peut être pertinemment soutenu par l'analogie. C'est ce qui est illustré dans ce petit extrait du Protagoras. Socrate, tu ne nies pas, n'est-ce pas, que le courage et la sagesse sont toutes deux des vertus? Bien sûr que non. Et elles sont différentes l'une de l'autre? Oui. Et elles ont des fonctions différentes, comme l'œil diffère de l'oreille dans un visage? Oui. Donc, aucune autre partie de la vertu n'est comme la connaissance, ou comme la justice, ou comme le courage, ou la tempérance, ou la piété. Non, répond Protagoras. Donc là, on voit que l'argument est sous-tendu par une analogie, et que si on accepte les conclusions dans l'analogie, par transposition, on ne pourra que les accepter aussi dans la situation réelle. Alors voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous au sujet de l'analogie. Bien sûr, on pourrait en dire long sur l'analogie. On pourrait tranquillement glisser dans le domaine de la psychologie, etc. Mais voilà, sachez que l'analogie est un outil puissant pour le philosophe praticien au service de la consultation philosophique et au service de son interlocuteur. Donc il s'agira d'apprivoiser cet instrument de travail afin de pouvoir s'en servir de façon pertinente tout au long de nos échanges et de nos dialogues philosophiques. Socrate est un expert en art de la réfutation et c'est un instrument qu'il utilise très fréquemment dans ses dialogues et dans ses relations avec ses interlocuteurs. Bien que l'étymologie principale soit cette idée de la réfutation, il y a aussi d'autres sens plus dissimulés, plus cachés, qui pointent plus vers la notion d'enquête. Et c'est le sens que nous essaierons de retenir parce que la notion d'enquête est centrale dans la philosophie pratique, on l'a vu, on y reviendra. Donc la version socratique de l'élenkos, c'est une variété de l'élenkos, une variété qui est axée sur l'enquête philosophique. La pensée élenctique tend à réfuter les opinions toutes faites pour traquer les lieux communs. Socrate est un ennemi de la banalité. Et quand il entreprend de dialoguer avec ses interlocuteurs, c'est justement pour les faire quitter le domaine de l'évident. Et donc, la réfutation des opinions, le test de leur solidité, est une activité principale de la méthode socratique. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le nom peu familier, peut-être un peu étrange, de l'élenkos. C'est une technique qui va nous être très utile en tant que philosophe praticien. C'est un dispositif assez subtil. La caisse.
Je pense que le courage est une forme de persistance mentale. Voilà ce que je dirais si je devais identifier la nature du courage dans toutes les situations. Socrate. Très bien, c'est justement ce que nous devons faire si nous voulons répondre à la question que nous nous sommes posée. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Je ne pense pas que chaque exemple de persistance soit du courage. La raison en est que Lacaisse, tu considères le courage comme quelque chose de plutôt admirable. Lacaisse. Oui. Socrate. Mais qu'en est-il de la persistance stupide? N'est-elle pas, au contraire, dangereuse et nuisible? Lacaisse. Oui. Socrate. Eh bien, si quelque chose est nuisible et dangereux, dirais-tu que c'est admirable? Lacaisse. Non, ce ne serait pas une position défendable, Socrate. Socrate. Tu ne serais donc pas d'accord pour dire que ce genre de persistance est du courage, puisqu'il n'est pas admirable, mais que le courage est quelque chose d'admirable. Lacaisse. C'est exact. Alors, suivons l'élenkos ici. Lacaisse dit que le courage est la persistance. C'est le premier point. Socrate le pousse à admettre autre chose. Le courage est admirable. Une fois que Lacaisse l'admet, sa définition s'effondre, car le premier point et le second point sont incompatibles entre eux. Ça prend un moment à Lacaisse pour s'en rendre compte. Socrate pousse Lacaisse à admettre que la persistance est parfois insensée, ce qui signifie qu'elle n'est pas admirable, donc qu'elle n'est pas du courage. Remarquez que Socrate pose des questions pour obtenir l'accord de son partenaire à chaque étape. N'as-tu pas dit cela? Et tu penses aussi cela? Et ne sont-ils pas en conflit? Et à chaque fois, l'interlocuteur affirme et consent. C'est important parce que ça veut dire que l'interlocuteur se contredit lui-même et que ce n'est pas Socrate qui le contredit ou qui le réfute. Socrate pousse à une auto-réfutation. Et c'est ça qui est subtil. Quand Socrate trouve une contradiction, ça signifie qu'au moins une des affirmations doit être rejetée ou modifiée, mais on ne sait pas toujours laquelle. Donc, dans l'exemple que je viens de donner, Lacaisse aurait pu dire peut-être que le courage n'est pas toujours admirable après tout. Et donc il aurait pu contester la réfutation par ce biais-là. Bon, c'est assez rare parce que les interlocuteurs ne distinguent pas forcément l'élenkos. Et donc ça peut être une source de frustration pour l'interlocuteur. Quelqu'un pourrait faire une concession et Socrate montrerait que c'est incompatible avec quelque chose d'autre affirmé plus tard. Donc il faut avoir une forme de mémoire cartographique de l'échange et du dialogue. Il est important que le philosophe praticien puisse avoir une vision claire et un peu méta, c'est-à-dire vue d'en dessus, en fait, comme s'il observait à la fois la carte routière et la route de la discussion. Et que chaque étape importante, chaque croisement important sur l'itinéraire du dialogue soit noté scrupuleusement sur cette carte mentale afin de pouvoir y revenir plus tard pour mettre en exergue des contradictions chez notre interlocuteur, dans les propos de notre interlocuteur. Donc il faut avoir une bonne mémoire pour signifier à notre interlocuteur « Là, tu as soutenu quelque chose qui est incompatible avec ce que tu es en train de soutenir actuellement. » Socrate, il utilise l'élenkos dans presque tous les dialogues. Dans le Gorgias, par exemple, Calliclès dit que la bonne vie est celle qui donne le plus de plaisir. Socrate confronte pas directement cette affirmation, il demande si lâche et brave prennent autant de plaisir, et Calliclès dit oui. Maintenant, Socrate a l'aveu qu'il souhaite. Les lâches et les braves prennent autant de plaisir, oui, donc les lâches mènent une vie aussi bonne que les braves. Ça montre que le plaisir seul n'est pas le bien. Et Calliclès doit abandonner cette position dans une version modifiée. Le plaisir est bien, mais certains plaisirs sont meilleurs que d'autres, et le dialogue continue ainsi. C'est important de garder à l'esprit, quand on met à l'épreuve sa propre cohérence ou celle de quelqu'un d'autre, le lien, le rapport au sens commun et à la communauté rationnelle des hommes. La peur du jugement des autres ne devrait pas jouer de rôle dans la raison, mais c'est l'inconfort ressenti en réalisant qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle, alors qu'on était sûr qu'on avait la bonne réponse. Eh bien là, c'est une forme de honte fabriquée maison, on va dire directement entre soi et soi-même, et elle peut être ressentie de manière identique par des personnes séparées de milliers d'années dans des situations radicalement différentes. C'est un signe de progression, c'est la prise de conscience qu'on croyait savoir alors qu'on ne savait pas.
Un élenkos peut avoir des conséquences différentes selon la manière dont il est utilisé dans un dialogue. Il peut montrer que quelqu'un ne croit pas vraiment ce qu'il dit croire, ou qu'il ne sait pas ce qu'il pense savoir, ses affirmations ne tiennent pas, ça tourne pas rond, et donc ça, ce sont des variantes de l'élenkos qui ont été appelées purgatives, parce qu'elles éliminent les idées fausses de leurs détenteurs. Les sceptiques aiment bien les élenkos purgatifs, parce qu'ils ne cherchent pas à affirmer quoi que ce soit ou à enseigner quoi que ce soit. Ils veulent simplement se débarrasser du faux sentiment de certitude. Deuxième utilisation de l'élenkos, défendre une thèse contre des objections. Socrate dit qu'il croit X, puis montre que quiconque nie X se contredit. C'est ce qu'on appelle l'élenkos défensif, parce qu'il soutient une thèse en montrant combien c'est difficile de la réfuter ou combien c'est difficile de prouver l'ignorance de celui qui la défend. Pour faire simple, un élenkos peut soutenir une affirmation en montrant combien il est difficile de la contredire. Et là encore, Gorgias offre un bel exemple. Socrate y utilise un élenkos pour montrer que faire le mal est pire que le subir. Il ne prétend pas que c'est vrai, mais qu'aucun argument n'a réussi à le réfuter avec succès. Tout ce que je dis, c'est ce que je dis toujours. Je ne sais rien de ces choses. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, y compris les gens d'aujourd'hui, puisse me contredire sans paraître ridicule. Ça, c'est dans le Gorgias. Ainsi donc, la méthode socratique ne sert pas seulement à montrer que les grandes affirmations faites par d'autres ou par soi-même finissent souvent par s'effondrer, c'est une de ses tendances. Mais la méthode peut aussi défendre une idée ou tester une interprétation. Provoquez-la et voyez ce qui se passe. L'élenkos est un outil pour réfuter des affirmations au principal. Donc au départ, ça peut sembler décourageant. Qui c'est qui veut passer tout son temps à falsifier les choses? N'est-il pas préférable de construire plutôt que de démolir? Mais dans la perspective socratique, les deux faces sont d'une même pièce. John Stuart Mill disait « C'est la mode de notre temps de mépriser la logique négative, celle qui montre les faiblesses des théories ou des pratiques sans établir de vérité positive. Une telle critique négative pourrait être un piètre résultat ultime, mais comme moyen d'atteindre toute croyance positive ou certitude digne de ce nom, elle ne peut être trop valorisée. Et tant que les gens ne sont pas systématiquement entraînés à cela, il y aura peu de grands penseurs et un faible niveau général d'intelligence, dans toutes les disciplines, sauf les plus techniques. Sur tout autre sujet, personne ne mérite le nom de connaisseur, sauf s'il a été contraint par d'autres ou par lui-même de traverser ce même processus mental qu'exigerait une controverse active avec ses adversaires. C'est dans de l'utilitarisme de John Stuart Mill. C'est un bel éloge de la méthode socratique. C'est l'art de la réfutation. Sans maîtrise de ça, on ne peut pas espérer se rapprocher de la vérité. Il faut vraiment garder en tête que la méthode socratique utilise la critique interne. Il ne s'agirait pas de faire adopter à son interlocuteur ses propres croyances en les lui imposant. Ça, ce n'est pas la méthode socratique. D'accord ? Si Socrate veut montrer à son interlocuteur qu'il a tort, il n'attaque pas ce que dit cet interlocuteur comme étant incompatible avec des faits ou avec la moralité, non pas du tout. Il attaque ce que dit son interlocuteur comme étant incompatible avec lui-même. C'est une critique interne. Et il teste la cohérence avec soi-même. Et si on croit vraiment ce qu'on dit croire, Socrate ne dit pas qu'on a tort, il montre qu'on ne croit pas vraiment ce qu'on dit. C'est ce qui explique les pauses fréquentes que Socrate impose à ses partenaires. Ce sont des pauses polies, mais elles ne le sont pas. Son but final est de montrer que son partenaire ne peut pas être d'accord avec lui-même. Et c'est là le cœur de l'élenkos. Utiliser les paroles de la personne interrogée comme principale ressource argumentative. À un moment, un passant demande à Socrate ce qui ne va pas dans une idée formulée par Théétète, et Socrate répond qu'il ne fonctionne pas ainsi. Socrate: j'aime que tu me vois comme un dépôt d'idées dans lequel je peux puiser pour dire que Théétète a tort. Tu oublies ce qui s'est passé. Aucune des idées ne vient de moi, mais de ceux qui me parlent. Mon savoir est limité à une compréhension raisonnable de ce que je crois des autres, ceux qui sont plus intelligents. Donc ici, je ne dirai rien pour moi-même, je vais essayer d'exposer le point de vue de Théétète. Critique interne. Socrate réfute ce que disent les autres en travaillant à partir de leurs propres aveux. Bon, mais c'est bien lui qui propose ce qu'ils finissent par reconnaître.
Et ces propositions exigent de l'inventivité, de l'imagination, de la créativité. Mais il commence toujours avec les croyances de ses partenaires et il reste dans leurs termes, même s'il fait avancer le dialogue en semant des graines ou en instillant des dynamiques ou en ouvrant discrètement des pistes de réflexion nouvelles. D'accord ? S'il leur dit qu'ils ne croient pas à ce qu'ils disent, ils trouvent quelque chose qu'ils ont également dit et qui peut être utilisé pour réfuter le reste. Une fois qu'il a lié ses partenaires, ils sont coincés entre deux croyances qu'ils détenaient déjà, même s'ils ne s'étaient jamais rendus compte qu'ils les avaient. Donc il révèle aux yeux de l'interlocuteur des replis intimes de la pensée qu'il n'avait pas encore explorés. Et les matériaux viennent de l'interlocuteur. C'est un peu comme entre une danse et un art martial, en fait. Parce qu'on utilise le poids de l'adversaire, c'est de l'aïkido mental, en fait, de l'aïkido intellectuel. On utilise le poids de l'adversaire contre lui-même. Et donc les idées tombent parce qu'elles sont incohérentes, qu'elles ne tiennent pas debout, elles sont elles-mêmes fragiles. Et non pas parce qu'on doit être super puissant pour les pourfendre. Socrate provoque un affrontement entre la personne et elle-même, et ce duel est toujours possible à organiser. Ce qui compte, c'est si on est en harmonie avec soi-même. Un tel art de l'accord interne, c'est précieux. Pour terminer sur l'élenkos, je voudrais vous proposer une petite illustration en forme de dialogue de ce que pourrait être l'élenkos socratique transposé au temps moderne. Oh là, ça a pas l'air d'aller fort. L'entraînement de basket s'est mal passé? C'est même pas ça. C'est Tom. Il est tellement injuste. Il a dit au coach que c'était moi qui avais oublié de ramener les chasubles, alors que c'était son tour. Ah. Et le coach t'a puni? 5 tours de terrain en plus. C'est pas juste. Je vois. Tu dis que Tom a été injuste. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être juste? C'est facile. Être juste, c'est quand tout le monde est traité pareil. C'est l'égalité. L'égalité. Donc la justice, c'est s'assurer que tout le monde reçoit exactement la même chose? Oui. Si le coach avait été juste, il aurait puni Tom, pas moi. Ou alors, il aurait puni personne. D'accord. Prenons un autre exemple, si tu veux bien. À ton anniversaire, ton petit cousin de 3 ans et toi, vous devriez recevoir exactement le même cadeau pour que ce soit juste? Disons, un jeu vidéo complexe classé 12 ans et plus? Quoi? Non, c'est stupide. Il ne saurait même pas comment y jouer. Mais ça ne serait pas l'égalité? Vous recevriez la même chose. Si la justice, c'est l'égalité pure, ça serait juste, non? Non, c'est pas juste pour lui. Il aurait un cadeau qu'il ne peut pas utiliser. Donc, ce n'est pas juste de donner la même chose à tout le monde si leurs besoins ou leurs capacités sont différentes. Ouais, d'accord. Donc la justice, c'est peut-être donner à chacun ce dont il a besoin? C'est une meilleure définition. Alors appliquons-la. Sur ton jeu vidéo en ligne, hier, j'ai entendu dire que tu avais atteint le niveau 50 et ton ami Mathis est seulement au niveau 10. Ouais, je suis bien meilleur que lui. Selon ta nouvelle définition, donner à chacun ce dont il a besoin, est-ce que les créateurs du jeu devraient, pour être justes, donner à Mathis 40 niveaux gratuits pour qu'il te rattrape? Il en a besoin pour être à ton niveau. Sûrement pas. De travailler dur pour ces niveaux. J'ai passé des heures à jouer. Il n'a qu'à faire pareil. Ce serait totalement injuste qu'il reçoive ça sans rien faire. Ah, donc la justice, ça n'est pas seulement donner aux gens ce dont ils ont besoin. C'est aussi lié à ce qu'ils méritent en fonction de leurs efforts. Oui, exactement. Le mérite, c'est ça qui est juste. Intéressant. Revenons à ton entraînement de basket. Tu méritais 5 tours de terrain? Non, c'est Tom qui les méritait. Et le coach, pourquoi il t'a puni à toi? Parce que Tom lui a menti. Le coach pensait que je le méritais. Parce qu'il croyait Tom. Donc, est-ce que le coach a essayé d'être juste selon ta définition du mérite? Oui. Il a appliqué la punition à celui qu'il pensait être coupable. Il pensait appliquer le mérite. Alors, le coach a agi justement, selon son information, même si les résultats étaient injustes pour toi. Attends, c'est compliqué. Donc, il a été juste et injuste en même temps. Peut-être que ta première définition de la justice comme égalité était incomplète, et que la deuxième, le mérite,
est aussi plus compliquée qu'il y paraît, parce qu'elle dépend de la vérité. Et le coach n'avait pas la vérité. Exactement. Alors au final, c'est quoi être juste? En fait, je ne suis plus si sûre que ce soit facile à définir. Bien, nous voilà arrivés au terme de ce long module introductif à la méthode socratique. Ce survol, car il ne peut s'agir que de survol, aura permis, je l'espère, de vous donner à imaginer la suite de votre tutorat de philosophie pratique dans toutes les dimensions dans lesquelles il pourra se développer. Tout ce que nous avons vu ici aujourd'hui sera repris dans moult détails et sera complété par les diverses compétences de pensée qu'il convient d'acquérir pour pouvoir pratiquer en toute fluidité et en toute aisance le dialogue socratique. Ces compétences qui iront de la logique formelle à l'argumentation, en passant par l'identification des présupposés, la problématisation, toutes ces compétences de pensée auront besoin d'un substrat pratique. Il faudra sans cesse travailler, pratiquer au quotidien toutes ces compétences de pensée pour les développer et les porter à un niveau qui soit compatible avec l'exercice de cette profession de philosophe praticien. C'est, somme toute, un art auquel je vous invite, auquel je vous convie, un art qui relève plus du free jazz que de la musique classique, car au moment du dialogue avec vos interlocuteurs, vous n'aurez pas la possibilité d'appliquer de façon scolaire tout ce que nous verrons ensemble. Il aura fallu que tout ça décante dans votre esprit et que cela puisse constituer une connaissance ou un savoir qui vous sera propre, qui vous sera intime. Vous aurez à faire votre miel de tout ce que je vous proposerai et c'est à ce prix-là, et c'est ainsi que vous pourrez pratiquer selon votre propre méthode, selon votre propre voie personnelle. Et donc il s'agira non pas d'appliquer de façon scolaire, de façon méthodique, de façon un peu rigide tout ce qui sera abordé, mais de vous l'approprier. Alors je ne puis que vous inciter, bien entendu, à creuser toutes ces compétences au travers de lectures, au travers de recherches proactives que vous aurez à faire. Et donc je compte beaucoup sur votre implication totale dans l'acquisition de ces compétences. Je vous remercie pour votre attention et donc je vous invite pour la suite de ce tutorat de philosophie pratique dans les différents modules qui vous seront proposés à partir de maintenant.